suis censé vous parler du souci de l'autre et après, donc je vous ai dit que j'allais vous parler de football parce que, et ça m'a déçu un peu hier, on a commencé le congrès sur un mensonge. Et un mensonge de pas n'importe qui, de celui que je suis censé remercier, donc je vais le remercier quand même, c'est le professeur Michel Walter. Il vous a menti, il a dit qu'il n'était pas fan de foot. Il a commencé comme ça, tout en citant des applications un peu particulières, et tout en introduisant de la philosophie. Alors, d'abord, j'ai regardé s'il était vraiment fan de foot, et donc j'ai trouvé des photos. Voilà, ça c'est une preuve, c'est Michel Walter au réveil. C'est le stade brestois, enfin, je ne sais pas si on ne dit pas stade brestois, on dit Brest 29, c'est ça? Voilà, donc en plus de ça, il connaît les choses. La problématique que je me suis posée, c'est quoi le rapport avec le souci de l'autre, quoi. On parle de foot, alors moi j'aime beaucoup, hein. Vous avez compris qu'on va baisser le niveau là, on va être un peu reptilien là. Et donc c'est quoi le principe? Parce que quand on pense foot, on pense ça. Un de nos plus grands représentants du football français, allemand, enfin je ne sais plus. Puis il est de chez nous en plus, hein, on est fiers. Et puis quand on pense sollicitude ou souci de l'autre dans le foot, ça existe, mais on pense à ça. Et donc je me suis dit, tiens, très bien, c'est ça qu'il veut dire, Michel, j'ai tout compris. Et donc je me suis plongé, pour une fois j'ai lu, c'est ce qui est assez rare chez moi, j'ai lu tout Michel Walter. Donc je me suis dit, voilà, on va faire de la philosophie. Donc je suis revenu aux racines. Alors oui, non, je me suis demandé pourquoi il y avait ce lien entre les deux. Et en fait, ce lien, il existe, il est là. C'est un match de foot qui a été organisé par les Monty Python. C'était Grèce-Allemagne. Donc c'était les philosophes grecs contre les philosophes allemands. Et là, vous voyez un magnifique but de Socrate, sous les yeux de Kant, qui est un peu... Je vous conseille ce match, il était excellent. Et donc je me suis dit, ça y est, Michel, j'ai tout compris. Je lis. Et je vais savoir ce que c'est que le souci de l'autre. Alors je ne vais pas vous refaire les philosophes d'hier, parce qu'ils sont bien meilleurs que moi je ne comprends rien. Mais bon, en gros, vous avez les jaunes, c'est les méchants, c'est ceux qui disent, parce que pour se soucier de l'autre, il faut savoir ce qu'on fait du suicide. Bon, déjà, si le suicide, ce n'est pas un problème, pourquoi se soucier de l'autre? Et donc, pour faire très caricatural, à gauche, vous avez ceux qui disent que le suicide, ce n'est pas un problème, c'est même ce qui fait l'être humain, c'est ce qui permet d'être humain, puisque c'est l'expression de la liberté ultime, c'est ce qui permet de supporter l'existence. Bon. Ça aurait été cool si on s'était arrêté là, parce qu'on n'aurait pas eu besoin de bosser, mais enfin bon. Alors j'ai pas compris si le travail sauvait ou sauvait pas ce matin, mais enfin bon. On s'est dit qu'on allait travailler en s'appuyant sur d'autres philosophes, d'autres courants philosophiques, qui nous disent, en gros, qui ont condamné le suicide. Alors pour différentes raisons, pour offense à la cité, pour offense à Dieu, pour tout ce que vous voulez. Mais vous voyez, on a pris plutôt ce côté-là. Au milieu, vous avez l'arbitre, c'est Platon, qui lui était un peu les deux. C'est-à-dire, le suicide, non, mais si on est condamné à mort, j'adore, on a le droit de se suicider si on est condamné à mort, je trouve ça assez particulier. Si on est malade, et si on est... et ça, c'est le plus difficile, si on est dans une difficulté sociétale. Bon, ok, donc on a les gentils, les méchants. Vous savez que les psychiatres, c'est jamais simple. C'est pour ça que je voulais faire orthopédie, c'était beaucoup plus simple. J'ai pas eu de bol à l'internat. Et donc, on s'est dit, on va aller un peu plus loin, on va faire un peu entre les deux. C'est Kierkegaard. Et Kierkegaard, c'est intéressant parce que Kierkegaard, il dit pas c'est bien ou c'est pas bien le suicide. Il dit la liberté, moi je la conteste pas, la liberté de l'autre. Par contre, mon devoir, c'est d'être et de le mettre en mouvement sur les questions qu'il peut se poser, que ce soit des questions de vie ou de mort. Et donc, on a appuyé, on a commencé, le souci de l'autre. Je l'ai mis à Kierkegaard, mais Michel, tu pourras me corriger. Et puis, un tas d'autres penseurs que vous connaissez très bien et sur lesquels je vais passer très rapidement. Mais enfin, le souci comme réciprocité dans Vigilance, et notamment les cartes postales, tu l'as montré tout à l'heure, c'est pas quelque chose d'anodin, véritablement. Bref, aujourd'hui, on est sur cette notion d'éthique de l'inquiétude et il a fallu agir. Donc agir, vous avez Jérôme Motto, je ne vais pas revenir sur Jérôme Motto qui envoyait des lettres à la main, manuscrites, et ça, la force de la personnalisation qui est complexe quand on a des grandes cohortes, mais je pense que c'est une force très importante, montrer cette sollicitude jusqu'à s'engager dans la personnalisation. Et puis, vous savez qu'il y a eu d'autres expériences, distribuer des cartes ressources, envoyer des cartes postales. Guillaume Veva a même lancé Syscall pour le rappel téléphonique, et un soir d'un congrès brestois, à la base, bar de Kersozon, vous avez deux professeurs qui se mettent à réfléchir vers 2h du matin.
et qui se disent, tiens, on va faire un algorithme. Bah alors là, pour le coup, un algorithme de psychiatre. Un truc simple, hein, c'est primo, pas primo. Et puis, on les rappelle. Alors, je vais vous représenter vigilance, ça a été algos, et puis on en a fait vigilance. Alors, je ne vais pas vous répéter tout ce qu'on fait, mais bon, à la sortie, après une tentative de suicide, on remet une carte ressources, et puis on rappelle à J10, J21, à 6 mois, si on n'arrive pas à les avoir, on envoie des cartes postales. Et puis, on envoie du courrier à un peu tout le monde pour partager la veille. Donc ça, c'est bien. C'est une bonne idée, hein, la veille, la sollicitude, ok, mais quand j'ai eu la chance que Guillaume me confie les rênes de vigilance, je me suis dit, mais il est gentil avec sa sollicitude, mais on en fait quoi? C'est-à-dire que les gens, on va les rappeler à J10, et puis bon, bah, s'ils vont bien, c'est cool, mais s'ils vont pas bien, on fait quoi? Et donc, c'est pour ça que je vous invite à faire appel à l'assistance vidéo pour voir le ralenti de vigilance. Et le ralenti de vigilance, on va se focaliser sur ce fameux J10. Alors, J10, J21, donc J15. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, la première année, c'était cool, parce que quand on appelait les gens, hein, dans 70% des cas, ils allaient bien. Alors, ça fait du bien aux vigilanceurs. On a parlé de l'importance, et je vais en reparler après, de comment on dure. Mais bon, si c'est pour appeler des gens alors qu'ils vont bien, je dis à Guillaume, écoute, c'est cool, ça réveille mes gènes marseillais, j'ai pas grand-chose à faire, ça va être tranquille. 2016, ça bouge un peu, enfin ça bouge beaucoup même. D'un seul coup, les gens qu'on rappelle à J15, mais il y en a beaucoup plus, eh ben, ils sont au minimum, ce qu'on a défini très rapidement, en crise. Hein, c'est le vert. En crise active. Ça ne veut pas dire qu'on ait une crise active qui va entraîner un passage à l'acte dans les 2 heures, mais ça veut dire qu'on est suffisamment inquiet pour mobiliser la crise, enfin des éléments, des outils de crise. Et puis vous voyez l'évolution jusqu'en 2019, et vous voyez d'ailleurs qu'en 2018 et 2019, on a la même chose, ce qui me fait dire qu'on est dans une maturité, peut-être, on est en train de se stabiliser dans notre mode de fonctionnement. Et vous voyez que d'emblée, cette histoire de souci de l'autre, qui me faisait sourire, mais je ne comprenais rien avant Michel Walter, maintenant ça y est, je comprends à quoi ça sert, ça ne m'allait pas. Je me disais, il faut agir. Ah oui, mais moi je suis comme ça, je ne réfléchis pas, j'agis. C'est d'ailleurs la caractéristique de l'équipe, je sers à ça dans l'équipe. Et bien en fait, j'avais raison. J'en suis fier d'avoir raison. C'est qu'on tombe, dans la majorité des cas, sur des crises qui sont encore actives. Et là, je rebondis sur ce qu'a dit Charles-Édouard, c'est que qu'est-ce qui se passe entre 2017 et 2018? Un jour de décembre 2017, sur un coup de tête, comme d'habitude dans tout ce que je fais, je dis, les ados ras-le-bol, on ne va pas attendre le 6 mois, puisque ce sont essentiellement des primo-suicidants. Ça ne m'allait pas. Je ne savais pas pourquoi, je n'avais pas réfléchi, je ne suis pas pédopsychiatre, donc je ne fais pas de synthèse. Et donc, du coup, voilà, j'ai dit on fait ça. Et on a fait ça, et il se trouve que Charles-Édouard, on a intégré un pédopsychiatre à peu près à cette époque-là. Il m'a éclairé. Alors, il ne parle pas foot, lui, il parle plein de mots compliqués. Mais enfin bon, j'ai compris un peu comme Michel Walter que ça avait un intérêt. Pourquoi? Parce que la caractérisation de l'ado à J15, ce qu'on trouve, c'est que la crise, elle est active, toujours. Mais contrairement à l'adulte où on a descendu d'1 ou 2 crans, on est toujours dans le même cran qu'au moment du passage à l'acte. Donc il est très important de faire exploser cette première chose, c'est-à-dire que les primo-suicidants mineurs, alors je ne sais pas mineurs parce que de temps en temps tu nous parles de moins de 25 ans, donc peut-être que les ados de moins de 25 ans, il faudrait faire exploser ce paradigme du primo-suicidant parce que ce qu'on trouve derrière, c'est une véritable crise active et pour lequel il y a besoin d'une intervention de crise. Je vous noterai quand même que les envois de secours, c'était déjà 2% la première année, c'est-à-dire assez peu. Ce qui ça faisait énormément peur à nos collègues du SAMU quand on est arrivé au SAMU, parce qu'ils ont dit « mais tu vas envoyer le SAMU tout le temps ». Ça reste 1%. Mais vous noterez aussi que, alors que les situations de crise augmentent, ça reste 1%. Et en fait, il y a un truc qui se passe sur les vigilanceurs. C'est qu'à un moment, ils m'ont dit, tu sais, on a l'impression qu'on s'inquiète moins, qu'on fait moins bien notre travail.
Et en fait, en discutant avec elle, puisque tu as raison, c'est essentiellement des filles, c'est moi qui fais le casting, eh ben, on s'est aperçu qu'elle ne s'inquiétait pas moins, elle s'inquiétait mieux. Et surtout qu'elles avaient développé des compétences d'intervention de crise qui faisaient qu'on n'avait plus besoin de s'appuyer sur le SAMU. Que même quelqu'un qui était en train de se pendre au téléphone, elles avaient développé des outils pour qu'il puisse enlever cette corde et l'accompagner jusqu'aux urgences. Oui, parce qu'elles font ça, elles font de l'accompagnement téléphonique jusqu'aux urgences. Elles ne lâchent pas la ligne. En termes d'économie de santé, c'est intéressant, hein, parce qu'un coup de fil, c'est moins cher qu'un SAMU. D'autres éléments, c'est les appels intermédiaires. C'est rigolo parce qu'on est quasiment les seuls, je pense, dans toutes les vigilances de France, à appeler ça les appels intermédiaires. Il fallait bien les appeler, c'est-à-dire ni le J15, ni le 6 mois. Comment on les appelle? Je pense que bientôt, on va les appeler les appels de crise. Donc ça, c'est les appels qu'on émet, nous. C'est-à-dire quand on va vérifier. On a eu le J15, on a fait une intervention, et on va vérifier. Ça aussi, ce n'est pas inscrit dans le protocole. C'est même interdit au début par le professeur Veva qui dit non, la veille. Heureusement, comme tous les professeurs, il n'est jamais dans le service. Donc, on peut faire des trucs, hein, un petit peu. Et donc j'ai dit, on s'en fout, on va aller vérifier. Vérifier comme vous voulez. Et là, ça fait résonance à tout ce que vous avez entendu sur l'empathie ce matin, etc. Beaucoup mieux dit que ce que... Mais elles se sont engagées là. Et progressivement, elles se sont mises à appeler. Et voyez que quand elles n'appellent pas pour rien. Il y a un gap entre 2018 et 2019 que je ne m'explique pas aujourd'hui. Parce qu'on était plutôt stable, vous voyez, entre 2017 et 2018. Pourquoi on tombe sur plus d'appels en crise? Alors peut-être, parce qu'encore une fois, on appelle tous les mineurs, qu'ils soient primo ou non primo, à J15, et donc on va multiplier les appels de suivi de crise, je vais appeler ça. C'est pareil, dans Vigilance, il y avait partagé la veille. Alors c'était rigolo, on s'envoie des courriers, tout ça, on se tape sur l'épaule avec les médecins généralistes, c'est super. Ok, c'est bien. Mais en fait, partager la veille, c'est de l'intervention de crise. Parce que oui, il y a les professionnels, et vous voyez que ces courriers-là qu'on envoie, ils ne servent pas à rien, parce qu'ils suscitent des appels entrants. Il y a quand même un certain nombre de professionnels qui nous appellent, même si c'est moins important. Mais vous voyez que Vigilance fait de plus en plus d'appels sortants. Alors évidemment, pour 2019, on n'est qu'à moitié d'année. C'est pour ça que vous êtes qu'à 1380. C'est-à-dire que pour les criseurs parmi vous, vous savez que mobiliser les ressources, ça fait partie de la gestion de crise. Et de plus en plus, on est dans les appels professionnels. Mais ce n'est pas que le médecin généraliste. C'est l'infirmière scolaire, c'est le kiné, c'est le pharmacien. On parlait des déserts médicaux. Il y a un endroit où il n'y avait plus un médecin depuis 10 ans. Eh bien, le seul qu'on a pu joindre, c'est le pharmacien. Et le pharmacien, il est allé physiquement, à pied, chez le patient, pour lequel on était inquiet, qui nous avait dit qu'il avait stocké des médicaments, toujours cette ambivalence. Hein. Il nous dit qu'il avait stocké des médicaments, qu'il ne veut pas être aidé, mais il veut bien que quelqu'un passe. Ok. Ben c'est le pharmacien qui est allé chercher les médicaments. C'est le pharmacien qui a fait l'intervention de crise. Et pourquoi elle a été rendue possible, et ça aussi on a des indices dans tout ce qu'on a entendu ce matin, c'est qu'il se sentait soutenu par Vigilance. Et ça, j'y reviendrai après. Les appels à l'entourage, tu en as parlé, ce qui a fait exploser, c'est effectivement la préoccupation particulière au niveau de l'adolescent, mais même chez l'adulte, on fait beaucoup d'appels à l'entourage. Le dernier exemple que je pourrais vous citer, c'est que c'est une dame qui nous a appelé en disant « Voilà, je me pends ». Et derrière, on a entendu le choc du corps qui se pend. Enfin, la vigilanceuse, c'est une nouvelle clinique, hein, on apprend à écouter les sons aussi. Donc il fallait intervenir. Appeler un SAMU, il fallait que 30 minutes pour qu'ils interviennent, et c'est déjà génial. Elle a appelé les enfants. On savait que les enfants habitaient à côté. Elle a appelé tout de suite les enfants. Les enfants sont allés. Et quand le SAMU est arrivé, les 2 enfants soutenaient leur maman pour qu'elle ne meure pas de pendaison. Heureusement, elle n'a pas fracturé les cervicales. Et on peut dire que cette intervention a sauvé cette femme. Ils sont intervenus en moins d'1 minute, les enfants, ils étaient vraiment à la porte à côté. Donc vous voyez que les appels à l'entourage, même chez l'adulte, peut-être surtout chez l'adulte, la gestion de crise, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose. Bon, les appels intermédiaires, vous voyez ce que ça donne. Tu parlais de la découverte qu'on a eue sur les signalements.
Enfin, les signalements, je vais appeler ça le recours à des tiers institutionnels. Pour faire très simple, parce que dedans, il y a les IP, enfin, il y a tout le bazar des pédopsychiatres sur lequel je ne comprends rien. Mais on fait intervenir une institution. Je m'y attendais pas, moi, dans Vigilance, et toi, tu ne m'avais pas prévenu, en plus, sinon je ne serais pas venu. Mais on est tombé sur des situations dont tu parlais tout à l'heure. C'est voilà, je suis victime de viol par mon père là, depuis 10 ans. Je l'ai dit au médecin généraliste. Je l'ai dit, parce que des confidences sur Vigilance, c'est cool. Je l'ai dit au médecin généraliste, je l'ai dit à la prof, et il n'y a personne qui n'a rien fait. Donc vous comprenez que je vais mourir. Ouais. Et puis on appelle le médecin traitant, j'appelle le médecin traitant. Et le médecin traitant me dit, oui, je sais, il se passe des trucs dans cette famille. Et vous le savez depuis combien de temps? Allez, 3 ans, 4 ans à la louche. Et vous savez, voilà, signalement, c'est une mineure. Oui, mais c'est compliqué, c'est compliqué. C'était un bon médecin traitant, par ailleurs, parce que je l'ai eu sur d'autres. C'était quelqu'un qui était seul. Et donc, ça a commencé comme ça. Je lui ai dit, écoutez, le signalement, c'est moi qui vais le faire. Mais j'ai besoin d'éléments. J'ai besoin de vos éléments. J'ai besoin des éléments des parents. J'ai besoin des éléments des assistants sociaux, essentiellement. Et on a commencé à faire des signalements. C'est pas beaucoup, vous voyez. Au total, c'est 10 en 2017, 10 en 2018. Il n'y a pas que les mineurs là-dedans. Il y a les personnes vulnérables. On a eu des situations un peu glauques avec une fille handicapée qui tapait sa mère handicapée. Enfin, c'était une horreur. Bref, on a pu faire un signalement au procureur, là, pour le coup. Et j'inclus aussi le travail avec l'Éducation nationale qui nous a ouvert pendant 2 ans une espèce de ligne privilégiée. Je pouvais appeler un de mes collègues médecins à l'Éducation nationale pour les histoires de harcèlement qui n'étaient pas réglées via, ou pour lesquelles il n'y avait pas une réponse satisfaisante via, vous savez, le numéro dédié. Ce qui est intéressant dans Vigilance, c'est aussi ça, c'est ce phénomène qu'on a découvert. Et après, il se passe quoi? C'est dans les détails qu'on change un dispositif. Le détail, c'était cette carte qu'on remet à la sortie et qui était en carton. Moi, je trouvais ça pourri en carton. Puis il pleut tout le temps, donc vous mettez du carton dans une poche où il pleut, le carton, il est perdu. Et puis, elle était moche. Et donc, on s'est dit, on va travailler là-dessus, et surtout, on va les faire en plastique. Format carte de crédit, quasiment la rigidité de la carte de crédit. Qu'est-ce que ça a changé? À part ma satisfaction personnelle, l'insatisfaction du professeur qui trouve que ça fait carte d'ambulancier, bon, mais je vous dis, il n'est pas souvent là, donc on fait ce qu'on veut, c'est que cette carte est devenue indestructible. J'ai essayé, il faut y aller au briquet, ou au lance-flamme, ou dans le micro-ondes, enfin, il faut vraiment la volonté. Et donc, on s'est aperçu qu'un ado, alors ça a commencé par les ados, qui avaient été dans Vigilance, qui en avaient été satisfaits, et bien quand il repérait que son père, sa mère, n'allaient pas bien, et bien il lui donnait la carte. Et là, on a commencé à avoir des appels de gens qui n'avaient pas été signalés, qui n'avaient pas fait de passage à l'acte, mais qui étaient dans une période de très haute vulnérabilité. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte, elle a continué. Des parents l'ont donnée à leurs enfants. Et surtout, entre pairs. Dans la cour de récréation, ils se sont donné des cartes en disant « j'ai l'impression que tu ne vas pas bien ». On parlait d'enseigner l'empathie, de développer... mais en fait, l'empathie, elle est là, comme tu l'as très bien dit ce matin. Et cette carte, elle permet peut-être juste de débloquer ça. De se dire, il y a quelqu'un derrière nous, donc je peux lui permettre. Je peux me permettre d'aller vers lui et de lui dire, tu ne vas pas bien. L'autre agent de contamination positive, on a contaminé une ministre, c'est quand même pas mal. Moi, je trouve que c'est un beau score. 5 minutes? Oh, ben, j'ai largement le temps. Et puis, on est en train de contaminer la France entière. Donc ça aussi, alors je sais que ce n'est pas la bonne carte, mais bon, c'était ça. C'est pas rien quand même qu'un dispositif aussi simple que Vigilance, enfin franchement, passer des coups de fil, envoyer des cartes postales, même moi j'aurais pu l'inventer pour vous dire, ça nous a mobilisés tous et ça continue à nous mobiliser. Alors il est en train d'être tordu à droite et à gauche, et tant mieux, il faut qu'il soit tordu ce dispositif, tout en restant dans un certain cadre. Mais ça veut dire qu'on a trouvé peut-être un outil de sollicitude. La question qui se pose dans le « et après », c'est combien de temps on veille? Moto, il dit 5 ans. Vous vous souvenez de ces chiffres? Et Veva, il dit 6 mois. Et pourtant, il n'est pas marseillais. Enfin, c'est étonnant, mais bon. Ben oui, parce qu'on ne veille pas sur la même chose. Moto, il veillait sur un parcours de vie. Nous, on veille sur une période de crise. Et d'ailleurs, la transformation de Vigilance
d'un dispositif de veille à un dispositif d'intervention de crise, elle est justifiée par ça. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais ce n'est pas vigilance. Si on veut faire du moto, on est dans une autre dimension, on est dans une autre préoccupation. Est-ce que ça tient? C'est ça aussi la question. Est-ce que ça tient la sollicitude, le souci de l'autre? Ça, c'est les entrées dans vigilance. Bon, vous ne voyez pas les chiffres. Mais donc 2019, j'ai projeté jusqu'à la fin de l'année en fonction de ce que j'ai aujourd'hui, sachant qu'en fait c'est faux, c'est sous-estimé parce que les 3 derniers mois de l'année, ça explose un petit peu, mais je n'ai pas voulu trop tricher. Et visiblement, ça tient. Ça fait 4 ans. Les centres prescripteurs, parce que c'est ça en fait, la sollicitude dans Vigilance, ce n'est pas l'équipe Vigilance. Je pense que Vigilance, ce n'est pas une équipe de sollicitude, c'est une équipe d'intervention de crise. Mais elle a diffusé le souci de l'autre au sein des urgences, puisque c'est eux qui nous envoient. On ne va pas chercher les patients. Et ça continue. Malgré la crise des urgences, malgré les problèmes institutionnels, malgré les déserts médicaux, on continue à prescrire au sujet vigilance. Est-ce que c'est tenable pour nous? C'est une bonne question. Alors, vu qu'il y a la DGS, je vais dire oui, si on a des sous. Tu me connais, Laure, je te fais le coup à chaque fois. Mais je vais être un peu plus modéré cette fois-ci. Je vais dire, ça se pose comme question. Parce qu'à force de faire de l'intervention de crise, on risque de ne plus faire de veille. Et du coup, est-ce que Vigilance, ça va continuer à fonctionner? Moi, je pense que non. Le professeur pense que non. J'ai plus confiance dans le professeur, mais quand même. Et effectivement, on est à un virage, c'est-à-dire que vous voyez la baisse des appels JD, c'est-à-dire une des raisons d'être de Vigilance, mais surtout quasiment l'abandon des appels 6 mois. Ça nous pose question aujourd'hui dans l'évolution et dans les autres régions sur, quand on augmente nos cohortes, est-ce qu'on va pouvoir tenir? Et surtout, je pense que c'est tout le rôle du coordonnateur médical de Vigilance, c'est de rétablir l'équilibre constamment, à la semaine près. Attention, on va trop vers l'intervention de crise. Attention, on reste trop dans la veille. Et vous voyez, c'est un équilibre constant. Ou plutôt, c'est un déséquilibre constant, ce qui me plaît en tant que criseur, puisque c'est dans le déséquilibre que l'on crée. Juste une petite remarque. Il me reste combien? 1 minute? Ouais. Juste une petite remarque sur ça, qui m'a surpris. La mort comme soutien du souci de l'autre, c'est quoi? C'est qu'on a gagné une partie des liens avec les médecins généralistes en les appelant quand on savait qu'il y avait un de leurs patients qui était mort. Je l'ai découvert. On l'a fait là aussi, alors je sais, la postvention, tout ça, mais moi je ne lis pas. Ça me chagrinait que mes confrères ne soient pas au courant des morts, ou en tous les cas, je voulais savoir de quoi ils étaient morts. Et donc j'ai commencé à appeler mes collègues généralistes et mes collègues psychiatres. Et à partir de ce moment-là, celui que j'avais appelé, en gros ça dure 1 heure, une demi-heure, où on débriefe émotionnellement son collègue, son confrère, et une demi-heure où on parle, moi j'essaie de récolter des éléments cliniques pour avoir des idées de parcours de vie, dans une espèce de truc de postvention, mais bricolé à la de bien. Et en fait, ceux-là sont devenus des interlocuteurs privilégiés de Vigilance. Alors, vous savez que c'est une grande demande des généralistes, vous ne nous parlez jamais, on n'a jamais de lien avec vous, on ne peut jamais avoir un psychiatre, machin, gna 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 gna. Ceux-là, ils ont arrêté ce discours sur ça. Alors c'est triste, mais à la fois, c'est très intéressant aussi d'aller dans la sollicitude jusqu'au bout, c'est-à-dire de savoir ce que sont devenus nos patients, s'ils sont morts, d'assumer ça et de travailler, d'en faire quelque chose. Les vigilanceurs, on vous en a parlé, il faut les préserver. Bon, je passe. Juste ça, c'est un petit clin d'œil DGS pour vous dire qu'en 2016, on a économisé 56 morts, ça nous fait 16 millions d'euros économisés et qu'on n'a coûté que 480 000 euros. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Tu as dit hier que la DGS avait donné 6 millions d'euros pour la France, rien que sur les 8. Rien que sur les Hauts-de-France, on a économisé 16 millions. Il y a peut-être un truc à faire, genre, tu vois, une Lamborghini Vigilance, enfin un truc comme ça. Et puis la dernière dimension dont je voulais juste citer les choses, et on revient encore à Charles-Édouard. Alors Charles-Édouard, en fait, méfiez-vous, c'est comme le JGEPS dans le GEPS, c'est qu'on a semé un germe et il est en train de tout bouffer. Donc il m'a bouffé mes vigilanceuses sur le truc à dos, et là il est partout. Bon, c'est comme ça. Je pense qu'il va avoir un accident. Et pour faire référence à l'image qui est derrière
pour ceux qui ne connaissent pas les séries, c'est une très très belle série que je vous conseille, que je conseille à mes patients aussi, qui s'appelle The Leftovers. Ceux qui restent, c'est ça que ça veut dire. Et ça parle beaucoup de deuil, cette série, mais pas en pleurant, ça parle de deuil, de sollicitude, de tout ce dont on a parlé là pendant 48 heures. C'est très beau, moi je pleure tout le temps. Il est parti celui qui pleure au cinéma, mais on aurait pu pleurer ensemble. Et se pose la question de la vraie postvention, la postvention pensée. Il y a Monique Seguin dans la salle. La famille, l'entourage, les institutions, les soignants. Je vous assure que la première fois que j'ai appelé un de mes anciens internes psychiatres pour lui dire que son patient était mort, on ne le sait jamais, nous, qui sont morts, nos patients, en fait. Il a pleuré au téléphone. Et je me suis dit, purée, c'est vrai qu'on est vachement protégé de ça. Et donc, voilà, mon rôle, ça a été de l'accompagner. C'était un peu plus facile. Merci de votre attention. Voilà une partie de l'équipe qui s'occupe du souci de l'autre.